François Mitterrand, comme nous l'avons déjà fait avant le 5 décembre, je vais vous poser des questions qui m'ont été suggérées par les journaux de différentes tendances auxquelles je me suis adressé. Le journaliste étant uniquement, comme il se doit, chargé de servir d'intermédiaire entre le lecteur, ou si vous préférez en l'occurrence les lecteurs, et vous. Je ne vous ai pas rencontré personnellement depuis 2 semaines et je voudrais savoir, et nous aimerions tous savoir, en particulier les lecteurs de l'Express, si vous êtes satisfait de la façon dont se déroule la campagne électorale. Si vous me parlez des conditions pratiques, par exemple la télévision, oui, j'en suis satisfait. On a été réduit au silence pendant 7 ans, mais il faut reconnaître que depuis un mois, ce n'est pas mal. C'est même peut-être trop pour la patience des téléspectateurs. Et, dirais-je, à l'exception de ces incidents qu'on appelle techniques, je n'ai pas eu à me plaindre de la télévision. Pour ce qui concerne l'autre candidat, enfin le chef de l'État actuel, je n'ai pas à le juger, sinon qu'il a rempli sa tâche comme il devait la remplir, et que jamais la polémique politique n'a dépassé les limites que lui, comme moi-même, nous devons, et nous devons au peuple. Et je dois dire que je me félicite de la grande tenue maintenue de tous côtés pour la campagne présidentielle. Cela valorise l'esprit civique. Mais je pense que le général de Gaulle ne peut pas tout voir. Simplement sur des détails, lorsqu'hier soir je relève les erreurs nombreuses, permanentes, dans les citations et dans les proportions de chiffres qu'il émet. Je n'accuse pas sa mauvaise foi, je dis seulement qu'il est mal informé. Mais comment voulez-vous qu'il soit bien informé? Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout voir. C'est très difficile, un chef d'État qui veut tous les pouvoirs, d'arriver à les maintenir dans ses mains. La démocratie, c'est autre chose. La démocratie, c'est le contrôle, précisément. C'est la possibilité d'obtenir le conseil de plusieurs, la délibération de plusieurs. Mais si on concentre tout sur un homme, et sur un homme qui a déjà rempli beaucoup de responsabilités et qui a le droit d'en être quelquefois accablé, alors il ne peut plus rien contrôler. Et tout naturellement, il propose à l'opinion publique les dossiers qu'on lui glisse sous la main, qu'il ne peut pas examiner. C'est le grand danger de ce genre de régime. C'est la toute-puissance de gens qu'on ne connaît pas. C'est la toute-puissance du technocrate, du fonctionnaire souvent de grande valeur, mais qui n'a pas de responsabilité au regard du suffrage universel, et qui souvent appartient à une faction, à un parti, à un petit groupe, qui s'observe, comme vous savez, dans toutes les cours des monarques, où il y a souvent des favoris de circonstances. Donc, je n'incrimine aucunement le général de Gaulle lorsqu'il énonce des chiffres inexacts. Je pense seulement que pour la bonne marche de l'État, il faudrait que le circuit ne soit pas fermé et qu'il n'y ait pas un homme tout seul, comme cela, isolé, et qui est un peu à la disposition de son entourage. Il en va de même pour un certain nombre d'opérations électorales. Depuis quelque temps, les ministres se répandent dans toute la province et répandent en même temps les bruits les plus fantaisistes. Je dirais personnellement, comme une confidence, que personnellement, si j'avais certains de ces ministres-là, j'éviterais de les montrer, j'aurais peur que cela me fasse du tort. Et lorsque j'entends le ministre des Forces armées dire à Cherbourg, si M. Mitterrand est élu, on fermera l'arsenal de Cherbourg. Lorsque j'entends M. Baumel, secrétaire général de l'UNR, dire, si l'on supprime la force de frappe, il y aura un service militaire de 28 mois. Lorsque j'entends dire que je vais nationaliser la médecine, absurdité. Lorsqu'on dit que je vais réduire à cuilla l'enseignement religieux, comme si je n'étais pas essentiellement partisan de la liberté de conscience, et si j'ai une haute conception, comme les membres de l'enseignement public, de la laïcité, cela suppose au point de départ le respect de la conscience et spécialement de la conscience qu'on peut avoir du devenir comme de l'origine du monde, la conception spirituelle qu'on a de l'univers. De ce point de vue, tout est clair. L'État a des devoirs particuliers à l'égard de son école. Mais de là à prétendre qu'il veut briser l'échange des libertés, cela est encore une tactique électorale d'assez vilain étage. On est allé jusqu'à dire, dans les puits de Lorraine, sous la bouche de je ne sais quel obscur sénateur UNR, que je voulais fermer les mines de charbon. Je ne vais pas faire ici la trop longue liste des informations de ce niveau.
seulement pour demander à l'opinion publique de ne pas se laisser aller à cette sorte de dégradation d'une campagne présidentielle qui jusqu'ici, et j'en remercie mes adversaires, a toujours su garder une haute tenue et donner de notre pays, je le crois, à travers les peuples, une certaine image dont je me félicite. Alors voilà, lorsque j'observe que cela s'aggrave, que le journal presque officiel du parti officiel, sous l'autorité du général de Gaulle, diffuse, comme il vient de le faire depuis 48 heures, un journal de circonstance à 14 millions d'exemplaires, ce qui représente je ne sais combien, une centaine de millions d'anciens francs, uniquement consacré ou pour l'essentiel à répandre les plus basses calomnies qui puissent me concerner, alors je dis tout de même ça, ce n'est pas le général de Gaulle. Ou si le général de Gaulle y consent, ou s'il l'approuve, alors où en sommes-nous? Gardons au moins entre nous, nos adversaires, le respect de notre pays, le respect de ce que nous sommes. Tomber à ce niveau, alors craignons qu'au lendemain du 19 décembre, si jamais le candidat des Républicains n'était pas élu, la faction victorieuse ne se venge de la peur qu'elle a eue. Alors je méprise tous ces arguments, mais j'ai le droit de m'inquiéter, comme j'ai le droit de m'inquiéter lorsque je vois les prolongements de basses affaires de police, lorsque je vois l'affaire Ben Barka prendre le tour qu'elle prend, lorsqu'on observe qu'en réalité on peut enlever en plein Paris sur notre sol des personnalités étrangères avec les pires complicités qui montent, jusqu'à quel degré, au point qu'on s'inquiète de ce qui entoure le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité publique. Alors voilà, je pense que le général de Gaulle ne peut pas tout savoir. Je pense que le général de Gaulle ne peut pas tout dire. Je pense qu'il ne peut pas tout contrôler. Mais je pense qu'il peut se faire obéir s'il en a désormais le temps. Nous avons encore 4 jours devant nous. Mes observations se résumeront à ceci. Rien n'est pire que le pouvoir personnel. Parce que le pouvoir personnel est toujours mal informé, parce que le pouvoir personnel ne peut pas concentrer dans ses mains toute la connaissance d'un pays, et parce que le pouvoir personnel, c'est finalement un syndicat d'intérêts anonymes qui se substitue au pouvoir populaire. La dépêche du Midi s'inquiète surtout du sort réservé à certaines catégories de Français lourdement pénalisés par la politique gaulliste, notamment les petits commerçants et les artisans. J'en ai aussi parlé. Il est certain que les commerçants et les artisans se trouvent devant des problèmes de fiscalité affolantes, extraordinairement compliqués. Mais je ne veux pas, à l'échelon où nous sommes ce soir, aborder l'ensemble de ces problèmes qui sont, après tout, des problèmes de majorité et des problèmes de gouvernement. Il est un point, cependant, sur lequel un candidat à la présidence de la République doit clairement s'engager. C'est que les commerçants et les artisans sont les dernières catégories en France à échapper à toute protection sociale. Une maladie frappe le chef de famille ou le chef d'entreprise, et il arrive très souvent dans des milieux modestes, c'est la ruine. On a commencé d'envisager une protection sociale pour les agriculteurs et on a bien fait, et on n'est pas encore allé assez loin. Les commerçants et les artisans, rien. Je considère qu'une majorité de progrès doit s'engager sur ce point. François Mitterrand, l'Express, note avec un certain étonnement que selon les statistiques, 53% des femmes ont voté pour le général de Gaulle et 21% seulement pour François Mitterrand. Qu'en pensez-vous? D'abord, je voudrais bien savoir un peu ce que vaut cette statistique. Mais cependant, je veux bien m'interroger sur ce point. Pourquoi une majorité de femmes voterait-elle pour le général de Gaulle plutôt que pour le candidat que je suis? Il y aurait au moins une explication, voyez-vous, à donner, honnêtement, car nous sommes là ici pour discuter en éliminant tout préjugé, tout parti pris, tout sectarisme. Il est vraisemblable qu'une majorité de femmes croient encore, même si elles se trompent, que la sécurité est du côté du général de Gaulle. Une femme cherche la sécurité, c'est bien normal, dans son foyer, dans sa profession, dans la cité, pour ses enfants, pour son foyer, le travail du mari, le salaire, le confort moral, intellectuel ou spirituel. Et elle s'inquiète du changement. Et pourtant, si elle examinait de plus près les choses,
les femmes qui restent à la maison, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas. Comment sont-elles aujourd'hui aidées lorsqu'elles ont la charge de leurs enfants? N'y a-t-il pas un manque terrible de crèches, de garderies, de tout ce qui pourrait la débarrasser d'une charge qu'elle aime, et qui est quelquefois trop lourde? Et la femme qui travaille, quand elle travaille, vous savez, je l'ai déjà déclaré, mais il ne faut jamais l'oublier, que les femmes ont très difficilement accès à la formation professionnelle et à l'enseignement technique. Les jeunes filles de l'agriculture, pratiquement, on leur barre le chemin de la formation professionnelle. Et les filles, dans les enseignements techniques, alors que les garçons sont déjà embouteillés, ont droit à la portion congrue. Résultat, comment voulez-vous qu'elles aspirent un jour à un emploi si elles n'ont pas de formation? Et puis, lorsqu'elles ont un travail, leur salaire est-il protégé? Depuis 1958, l'écart entre le salaire masculin et le salaire féminin s'accroît, au détriment, évidemment, des femmes. Et la protection sociale et le logement. Savez-vous dans quelle situation se trouvent les femmes au regard des hommes dans la plupart des situations qu'elles occupent? Et pourtant, il y a plus de bachelières en France que de bacheliers. Toujours une situation diminuée. Et pour l'épanouissement de leur vie personnelle, songez qu'on continue de les traiter toujours au regard d'une triste et fameuse loi de 1920 comme des criminels lorsqu'elles décident d'organiser elles-mêmes ce que doit être leur famille, c'est-à-dire la naissance de leurs enfants. Y a-t-il sécurité pour une femme lorsque physiologiquement, moralement, sentimentalement, elle se trouve ainsi à la merci du hasard? De la même manière, ne peut-on pas se poser le problème de la sécurité pour les femmes lorsqu'on examine comment se pose à elles le problème de l'éducation nationale? Il y aurait sécurité pour une femme lorsqu'il n'y a pas sécurité pour leurs enfants. Les femmes des ouvriers, les femmes des paysans, les femmes de la bourgeoisie ou des classes moyennes qui habitent dans un chef-lieu de canton, qui ne peut pas placer son enfant dans une ville un peu lointaine, qui ne trouve pas près d'elle l'école qui fournira toutes les branches de l'enseignement à leur enfant, cela veut dire que cet enfant, dès le point de départ, est prisonnier de la situation de fortune de ses parents. Est-ce juste? Y a-t-il sécurité pour une mère lorsqu'elle constate que son enfant, dès le point de départ, est frappé par l'injustice sociale? Faut-il aussi parler de la sécurité en face de la bombe atomique? Lorsque la France se place au regard de la nécessité d'une force de frappe, c'est-à-dire de la construction d'une force militaire atomique, elle fait courir un danger supplémentaire à la paix. Elle oblige le monde entier à se surarmer. Nous-mêmes, nous avons renoncé à signer des accords sur l'arrêt des expériences nucléaires, que la Russie et que l'Amérique ont signé. Et cependant, l'atmosphère est polluée et de grands savants déclarent que cela attente à la vie des enfants dès les sources mêmes de la vie. Ce sont les prix Nobel qui déclarent, si on consacrait simplement le centième des crédits destinés à la force de frappe française, on pourrait peut-être dire qu'on vaincra le cancer. Il y a donc, du point de vue de l'évolution de la santé publique, de la sécurité apportée à la santé des enfants, dans leur évolution, au moment même de leur formation, des garanties qui ne sont pas apportées par le gouvernement actuel, par le régime actuel. Je ne vois nulle part la sécurité pour les femmes, ni dans l'emploi, ni dans le travail, ni dans la protection sociale, ni dans le droit tout naturel à la maternité, ni non plus dans la sécurité de leurs enfants. Alors je dis, ce n'est pas vrai. Cette proportion de 53%, ou bien elle est exacte et il faudrait qu'elle change dans l'intérêt de la femme, ou bien il faudrait admettre qu'il n'y aurait pas suffisamment de formation civique pour cette catégorie de citoyens, mais cela, je n'y crois pas. Et je pense que la campagne présidentielle aura servi, parmi d'autres choses, à accroître la responsabilité de chacun et de chacune d'entre vous. Le provençal François Mitterrand veut savoir quelle sera, si vous êtes élu, votre attitude concernant l'indemnisation des rapatriés et le problème de l'amnistie. Ce sont deux problèmes importants. En effet, je pense que cela mérite réponse. Pour l'indemnisation, j'ai moi-même demandé que nos compatriotes d'Algérie puissent bénéficier, avec certaines modifications actualisées, de ce que l'on a fait en 14-18 et en 39-45 pour ce que l'on a appelé les dommages de guerre. Il faut indemniser les biens immeubles et les biens meubles. Et je suis navré de voir de quelle manière le gouvernement a manqué à son devoir à l'égard de ceux qui, pour des raisons politiques que nous n'avons pas à examiner maintenant, sont revenus sur notre sol. Pas de problème là-dessus. Je suis d'ailleurs moi-même l'auteur d'un projet d'indemnisation aux rapatriés d'Afrique du Nord et notamment aux rapatriés d'Algérie.
François Mitterrand et l'amnistie. En ce qui concerne l'amnistie, toutes les formations politiques de l'opposition, toutes les formations politiques de la gauche ont déposé des propositions de loi d'amnistie. Ces propositions diffèrent sans doute, mais elles sont au moins d'accord sur un point. C'est qu'on n'a pas le droit de substituer la notion d'amnistie votée par la loi, décidée par la loi, c'est-à-dire décidée par le peuple, et qui efface le passé et la peine et le souvenir de la peine subie, avec ce qu'on appelle la grâce amnistiante, qui dépend strictement de l'arbitraire du chef de l'État. Sur ce plan, nous sommes pour l'amnistie, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'un grand acte de volonté pour la réconciliation nationale. C'est cette amnistie-là que nous voulons. Et je pense, à cet égard, à la parole du roi Charles VII lorsqu'il rentra à Paris en 1436. Nous décidons d'imposer silence perpétuel à notre procureur et à tous nos officiers. Cela signifiait qu'il ne voulait pas continuer une politique de revanche, une politique de vengeance pour des crimes ou pour des délits politiques. Et ce que je dis doit être bien compris. La République que je pourrais être amené à présider, la majorité qui sortira du suffrage universel dès le mois de février, seront et devront être très durs contre toutes les tentatives de subversion contre la loi. Mais nous n'en sommes pas là. Je crois que notre devoir est d'oublier, dans le beau sens du terme, les divisions entre les Français, sans oublier les causes qui les ont produites. Le Figaro, par l'intermédiaire de M. Gabilly, se demande comment vous allez arriver à concilier les apports qui vous sont annoncés, dit-on, de Maître Isorni, de M. Soustel, de M. Georges Bidault et également de M. Lecanuet. Et puis de quelques autres, sans doute, car je lis moi aussi avec attention les journaux et j'observe qu'il y a en effet beaucoup de ralliements aux candidats des Républicains pour le second tour de scrutin. Je distinguerai cependant entre les noms que vous avez cités, car certains d'entre eux représentent à la fois une pensée politique et un groupe d'amis politiques, et le dernier d'entre eux a été lui-même candidat à la présidence de la République. Pour les premiers, eh bien, que puis-je dire? Je me suis exprimé clairement, j'ai dit quelles étaient mes options politiques, j'ai fait mes propositions. Ai-je changé entre le premier et le second tour? Non. Je suis fidèle à ce que j'ai dit. Je suis le candidat de la gauche, et à compter du moment où je suis le seul candidat à m'opposer contre le pouvoir personnel, j'appelle tous les républicains à bien vouloir m'aider à gagner cette bataille. La détermination qui fait que certains hommes politiques très éloignés de moi les amène à me rejoindre en mettant un bulletin dans l'urne en ma faveur. Comment se pose-t-elle? Si elle se pose sur le plan de l'analyse politique, alors il faut que ce soit clair. Je ne modifie pas un iota à ce que j'ai déjà dit. Qu'on me demande de me définir selon mes positions politiques, c'est normal. Mais qu'on me demande de trier les bulletins de vote, cela n'est pas mon affaire. Je suis maintenant devant le peuple de France, engagé par mes propositions. Elles sont claires, elles sont loyales. Je le répète, le reste n'est pas mon affaire. Pour ce qui concerne le candidat à la présidence de la République, il a lui-même aussi, et à sa manière, défini ses positions politiques. Il lui appartient, au regard de la situation dans laquelle nous sommes, face au pouvoir personnel qu'il a lui-même condamné, de se déterminer. Sa responsabilité lui appartient. Elle lui appartient devant le peuple tout entier. J'observerai avec sérénité et tranquillité d'esprit de quelle manière tous les républicains, quelle que soit leur origine, à compter du moment où ils aiment la République et la démocratie, voudront bien comprendre que la victoire pour la démocratie véritable dépend, et pour beaucoup, de leur adhésion à ma candidature. L'Aurore voudrait savoir quelle entente ou quel contrat vous avez passé avec les communistes. Eh bien, faut-il me répéter, au début du mois de septembre, j'ai dit, voilà ce que je pense des institutions, voilà ce que je pense de la défense des libertés menacées, voilà ce que je pense de la politique extérieure et en particulier de l'Europe. Voilà ce que je pense de la défense militaire et en particulier de la force de frappe. Voilà ce que je pense de la politique économique en m'attachant spécialement au 5e plan. Voilà ce que je pense de la politique sociale
Et enfin, voilà ce que je veux pour l'éducation nationale. C'est clair. Je me suis défini librement. Les formations politiques, toute la gauche et une partie du centre-gauche, et une partie du centre tout court qui me soutiennent aujourd'hui, se sont déterminés librement, y compris le Parti communiste. Voilà le contrat. C'est un contrat moral, un contrat politique, un contrat que j'ai d'ailleurs à l'égard de tous les citoyens, de toutes les femmes, de tous les hommes qui ont voté pour moi dès le premier tour de scrutin. C'est encore un contrat que je souscris à l'égard de tous ceux qui s'apprêtent à me soutenir. Tout cela est si clair qu'il convient, je le pense, de n'ajouter que quelques mots. Alors je suppose que la question du journal L'Aurore vise peut-être plus l'avenir que le passé. En effet, au lendemain du 19 décembre, qu'adviendra-t-il? Eh bien, élu président de la République, je me comporterai, et c'est d'ailleurs pour cela que je suis candidat, comme un républicain scrupuleux des lois et des usages d'une république démocratique. Puisque je dissoudrai l'Assemblée nationale, puisqu'il y aura de nouvelles élections législatives, cela signifie que toutes les formations politiques pourront s'adresser librement au peuple pour obtenir son assentiment et, le cas échéant, pour faire une majorité. Comment sera composée cette majorité? Eh bien, sans doute, le courant populaire qui m'aura porté à la présidence de la République aura-t-il quelque chance de se prolonger dans le temps? Ceci n'est pas une affaire de préférence personnelle. Je constaterai ce que sera la majorité issue du suffrage universel. Et il appartiendra aux formations politiques responsables de se déterminer elles-mêmes. Voilà ce qui se passera si je suis élu président de la République. Paris-Normandie, François Mitterrand demande si le président de la République doit être élu en même temps que l'Assemblée nationale et pour la même durée que cette Assemblée nationale. Je répondrai brièvement en indiquant qu'on ne peut pas lier exactement le sort du président de la République et celui de l'Assemblée nationale. Car lorsque le président de la République est amené à dissoudre l'Assemblée nationale, c'est un droit que lui confère la Constitution, personne ne comprendrait qu'il démissionne en même temps. Mais dans cette question de Paris-Normandie, je relève une suggestion intéressante. Je crois en effet qu'un président de la République élu au suffrage universel devrait avoir un mandat moins long. 7 ans, c'est trop. Personnellement, je serais partisan de 5. En effet, il faut que le président de la République ne succombe pas à la tentation qu'on a vue pratiquement fleurir sous le règne gaulliste, c'est-à-dire la tentation du pouvoir personnel. Pour cela, un mandat réduit me paraît nécessaire. Il me reste encore, François Mitterrand, une série de questions que le temps m'oblige à rassembler. C'est encore Paris-Normandie qui s'intéresse au regroupement politique. C'est Combat qui s'intéresse à la composition du gouvernement de gestion dont vous avez déjà parlé. C'est Le Monde qui s'inquiète du temps qui passera entre l'élection du président et l'élection de la nouvelle Chambre. Qu'en pensez-vous? Je crois que tous ces journaux posent en fait le problème de la stabilité politique. Et il faut bien poser cette question, car elle déterminera le choix d'un grand nombre de citoyens. La stabilité politique, à mes yeux, tient à 4 conditions. La première, c'est le regroupement de nos formations politiques, la réforme de nos structures partisanes. Bien, je crois qu'on est sur le bon chemin. En fait, 4 familles politiques se dessinent, la famille communiste, la famille démocrate-socialiste, la famille démocrate-libérale et la famille conservatrice. L'un des grands dangers de l'ancienne démocratie, ça a été la diversité des petites formations, cause réelle d'instabilité. La deuxième condition tient aux institutions. Mais les institutions, bien, nous les avons, ce sont les mêmes dont disposera le général de Gaulle ou moi, à la différence près que le général de Gaulle ne les applique pas. Lui, pourtant, qui les a proposés à 18 millions de Français, enfin 18 millions de Français qui les ont votés en 1958, et que moi, soucieux de la loi, je les appliquerai. Et ces institutions ont le mérite. Elles ont des défauts, mais pas celui-là. Ces institutions ont le mérite d'établir un équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Troisième condition, il faut une majorité. Or, il n'y a plus de majorité politique en France parce que la politique de la majorité a été condamnée. D'abord, elle a été condamnée au premier tour de scrutin. Mais dans l'hypothèse où nous nous plaçons, elle serait encore plus désavouée par